Pause café. Pause café avec Ben. Bonjour à tous, vous écoutez Radio 6 sur 97.2 FM et bienvenue dans cette toute nouvelle émission. Nous allons passer 1h30 ensemble, je m'appelle Bénédicte, vous pouvez m'appeler Ben. En tant qu'amoureuse des livres, de la vie, des chats, de la méditation et des chansons, je vous propose de me suivre pour ce moment inédit et joyeux. C'est parti sur les ondes de Radio 6. Si vous comparez la vie à un énorme plateau de jeu, avec des dés et des pions et des règles, vous êtes un de ces pions. Quelle couleur choisissez-vous pour naviguer sur le grand plateau du jeu de la vie ? Allez, on jette les dés. Mince, vous tombez sur une case qui ne vous plaît pas. Et pourtant c'est le jeu. Qu'allez-vous faire ? Êtes-vous un bon ou un mauvais joueur ? Allez-vous tricher pour vous en sortir ? Quitter la partie ou bien suivre les règles. Les règles, la norme, les obligations, les lois. Je vous propose le temps de cette émission d'écouter celles et ceux qui préfèrent quitter le jeu parce que précisément, ces règles ne leur conviennent pas, tout simplement. Et en attendant, nous allons écouter la musique du groupe Téléphone, Un autre monde. Pause café. Pause café avec Ben. Première partie, la méthode ghosting. Tu as entre 25 ans, tu as 29 dents, 3 chemises et 8 chaussettes, quelques livres que tu ne lis plus, quelques disques que tu n'écoutes plus. Tu n'as pas envie de te souvenir d'autre chose, ni de ta famille, ni de tes études, ni de tes amours, ni de tes amis. Tu as voyagé, tu n'as rien rapporté de tes voyages. Tu es assis et tu ne veux qu'attendre. Attendre seulement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à attendre. Que vienne la nuit, que sonnent les heures, que les jours s'en aillent, que les souvenirs s'estompent. Ce que je viens de vous lire, ce sont les 2 premières phrases du livre de Georges Perec, Un homme qui dort. Ça a été écrit en 1967. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est lui qui a écrit 2 livres très intéressants. Le premier livre, La disparition, il n'y a jamais la lettre E, ce qui est impossible dans la langue française, ou presque. Et le deuxième livre, Les Revenantes, il n'y a que la lettre E comme voyelle. Mais on va fermer la parenthèse et revenir à notre grand jeu de la vie. Comme dans l'extrait que je t'ai lu, je vais m'adresser à toi, toi qui écoutes la radio à cet instant en te tutoyant. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Est-ce que tu te sens concerné par ce que fait le personnage qui décide de façon radicale de ghoster son monde entier, sa famille, ses études, ses amours, ses amis, ses vacances, ses projets ? Est-ce que tu te sens concerné ? Car notre héros se met justement dans le camp du anti-héros. Il refuse un beau matin de se lever et d'aller passer son examen. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de sortir du ou des conditionnements que la vie nous impose à toutes, à tous ? Je pense que tu as compris ici que ghoster, c'est le fait de ne plus répondre aux sollicitations de la vie, de disparaître purement et simplement, et de façon souvent radicale et violente du jeu. Pousse, je ne joue plus, tu te dis un jour. Quand j'étais petite, il y avait une histoire qui circulait. L'histoire du type qui est en couple et qui va chercher une boîte d'allumettes et ne revient jamais. Une histoire que beaucoup de femmes connaissaient et dont le ghoster, celui qui ghoste justement, était essentiellement masculin. Il éteignait, tafiait en tunisien, une relation pour aller chercher des allumettes et peut-être rallumer ou allumer une nouvelle relation ou s'allumer soi-même, se rallumer soi-même. Nous allons écouter Jane Birkin maintenant dans une chanson qui s'intitule Nicotine et qui raconte très bien cette histoire. Pause café avec Ben. Vous êtes sur les ondes de Radio 6, 97.2 FM. Maintenant, je vais te lire un autre passage.
un peu plus loin du livre Un homme qui dort. Tu vis dans une bienheureuse parenthèse, dans un vide plein de promesses et dont tu n'attends rien. Tu es invisible, limpide, transparent. Tu n'existes plus. Suite des heures, suite des jours, le passage des saisons, l'écoulement du temps. Tu survis sans gaieté, sans tristesse, sans avenir et sans passé. Comme ça, simplement, évidemment, comme une goutte d'eau qui perle au robinet d'un poste d'eau sur le palier. Je te rappelle que notre ghoster a 25 ans. La journée, il dort, et la nuit, il erre dans les rues de Paris. Il s'est mis en marge de la société, de sa société, volontairement. L'histoire ne nous dit pas comment vont réagir ses parents, ses amis, ses amours, ni la fac. L'histoire ne nous le dit pas. Mais toi, tu imagines ton fils, ta fille, ton mari, ou ta femme, ou ton ami, déserter complètement le grand plateau de jeu et dire stop, ne plus donner signe de vie du tout, du jour au lendemain. Notre héros, dans le livre, est devenu un marginal, mais aussi une sorte de fantôme qui erre la nuit. Rappelle-toi Ghost. Pourtant, en s'adressant directement à nous, les lecteurs du livre Un homme qui dort, est-ce que tu ne crois pas que c'est aussi de nous dont parle l'auteur ? Car finalement, qui est vraiment le fantôme dans l'histoire ? Est-ce que c'est celui qui se libère de ses chaînes ? Ou est-ce que c'est nous qui sommes encore attachés à nos chaînes ? Tu connais les histoires de fantômes avec des chaînes dans les châteaux hantés ? Ça serait ici le principe de l'arroseur arrosé. Ou l'histoire de la phrase que se disent les petits « c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui es ». Je récapitule. Dans son livre « Un homme qui dort », Georges Perec nous montre un homme qui disparaît brutalement aux yeux de la société. Mais en utilisant le tutoiement, on a soudain l'impression que ce sont nous les fantômes, les ghosts. Est-ce que ça serait pas nos vies que nous ghostons ou notre personnalité que nous ghostons ? À réfléchir. Maintenant, je vais te faire écouter une autre chanson un peu brutale en ce samedi d'été, mais si vrai. Elle est aussi devenue l'un des plus grands hymnes du rock français. J'ai cité la chanson Antisociale du groupe Trust. Restez branchés sur Radio 6. Pause café avec Ben. La chanson Antisociale du groupe Trust est sortie en 1980 sur l'album Répression. Et la petite histoire derrière le morceau est assez légendaire. Selon plusieurs témoignages de membres du groupe, le riff principal et les paroles auraient été écrits très rapidement. Certains parlent de 5 minutes pour l'écriture et d'une dizaine de minutes pour l'enregistrement. Et cette urgence colle parfaitement au message de la chanson. À l'époque, la France sort des années 1970, marquée par la crise économique, le chômage et un fort désenchantement. Le chanteur, Bernie Bonvoisin, y dénonce une société où l'on travaille toute sa vie, sans véritable perspective, où les gens deviennent anonymes et isolés dans le métro, les bureaux et la routine quotidienne. Le refrain « Antisocial, tu perds ton sang-froid » est devenu le cri de ralliement d'une génération qui s'est sentie étouffée par le système. Le morceau a dépassé le public du hard rock pour être diffusé sur des radios grand public, ce qui était assez rare pour un titre aussi agressif musicalement. L'album s'est vendu à plus de 800 000 exemplaires, beaucoup plus même. Autre anecdote célèbre, le groupe était proche de Bon Scott, le chanteur du groupe australien AC/DC, et il aurait, paraît-il, travaillé sur une adaptation anglaise des textes de Trust peu avant sa mort en 1980. Les traductions auraient ensuite disparu, ce qui a contribué à nourrir la légende autour de ce morceau. En tout cas, 45 ans plus tard, Antisocial reste régulièrement reprise dans les manifestations, les concerts et la culture populaire française, preuve que son message continue de parler à beaucoup de monde. Pause café avec Ben.
Dans la deuxième partie, nous verrons la méthode chat. Vous êtes toujours sur Radio 6, 97.2 avec Ben. Revenons à notre plateau de jeu et rebrassons les cartes du jeu, rejetons les dés. C'est parti. Est-ce que vous connaissez la chanson de Jacques Dutronc qui date de 1968 ? Fais pas ci, fais pas ça. Je vous laisse l'écouter. Vous écoutez Radio 6 sur 97.2, restez branchés. Pause café avec Ben. On est en 1968. Et même si de nos jours nos enfants ont peut-être moins de règles qu'à l'époque, nous, au moins, les parents, les adultes, les hommes et les femmes, sommes toujours la proie d'injonctions permanentes distribuées par une société qui impose des règles. Mais nous sommes aussi dictés par cette vague de développement personnel qui tend à nous dicter, excusez-moi de la répétition, notre bonheur. Je vais vous demander de vous imaginer à présent dans une grande librairie. Est-ce que vous les voyez, tous les livres sur la table, tous ces essais qui veulent absolument notre bien ? Ces méthodes en 3 mois, ces cartes oracles, ces jeux de tarot. Et hors librairie, tous ces gourous bien intentionnés qui nous disent d'arrêter de stresser, de stopper la procrastination, de faire attention à notre façon de parler, de marcher, de danser, de respirer. Et toutes ces méthodes pour apprendre à devenir millionnaire, maigrir, grossir, dormir. En gros, on nous dit vraiment comment on doit vivre. Mais est-ce qu'on veut notre bonheur ? Je crois surtout qu'on veut notre porte-monnaie. Alors, que faire ? Rester dans cette mode qui nous impose que la vie est faite d'injonctions ou bien faire le gros dos et résister ? Je vous propose d'écouter à présent la chanson de France Gall, Résiste. Restez avec nous sur Radio 6. Pause café avec Ben. Est-ce que vous avez entendu l'expression que j'ai employée juste avant la chanson ? Faire le gros dos. Qui fait le gros dos en général ? Oui, les chats. Car les chats, je pense surtout à nos chats domestiqués, ou en tout cas qui habitent dans nos maisons et nos appartements, et qui ont pour le moins une vie de pacha, une vie de rêve. Eh bien, nos chats ont tout compris de la vie. Car quand ça les ennuie, quand ils n'aiment pas, quand ça les embête, ils quittent la pièce, ils quittent nos genoux, ou ils quittent le lit où ils sont, et vont se prélasser dans un endroit où personne ne les embêtera. Dans son livre « Demain les chats » écrit en 2016, Bernard Werber, qui est l'auteur de la trilogie sur les fourmis, établit une différence capitale entre les chiens et les chats. Je vous cite : « Le chien pense, les hommes me nourrissent, me protègent, même, ils doivent être des dieux. Tandis que le chat pense, les hommes me nourrissent, me protègent, même, je dois être leur dieu. » Et on les adore, nos chats de maison. On les cajole, ces voleurs d'amour. Et même parfois le matin, quand on part encore et toujours travailler, on l'envie, notre chat qui dort sur le lit ou qui dort au soleil sans se soucier du patron, des courses, du repas du soir, des enfants, des factures, j'en passe et des meilleurs. Sa philosophie au chat, c'est « si ça ne me plaît pas, je décampe ailleurs en renversant les pions du plateau de jeu ». Je vous laisse écouter la chanson « Le chat » par le groupe Téléphone. Pause café avec Ben. À présent, je vais vous faire une proposition, comme un pari. Êtes-vous capable de vous arrêter 24 heures, le temps du week-end, pour adopter la méthode chat ? Qu'est-ce que c'est la méthode chat ? C'est une méthode très simple qui n'exige ni volonté ni argent. Elle est basée néanmoins sur un grand art, l'art de la paresse. Allez, c'est parti. Laissez-vous bercer par le ronronnement de votre petit félin qui vous appelle. Et si le philosophe français Pascal, philosophe du XVIIe siècle, avait raison en écrivant cette phrase «
tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Alors, le temps d'un week-end ou juste 24 heures, s'il vous plaît, ne bougez pas, ne sortez pas de votre chambre, n'allez pas chercher à occuper votre emploi du temps. Ça suffit, les courses contre la montre, les embouteillages, le nettoyage extérieur de votre maison, intérieur de votre maison, de votre voiture. Posez-vous. Ouf. Car dans notre monde grave, lourd, violent, dans notre monde de performance, le temps d'une parenthèse enchantée, oui, enchantée, coulez-vous dans un nid de douceur et ronronnez de flemme, de langueur, de bien-être. Pour vous aider, je vous offre la chanson d'Henri Salvador, « Le travail, c'est la santé ». Pause café avec Ben. Si vous n'avez pas de chat à la maison, c'est pas grave, vous avez peut-être une BD du chat Garfield. Vous savez, Garfield, là, celui qui dort tout le temps et qui mange des lasagnes. Eh bien, inspirez-vous de sa philosophie en 5 points. Le plaisir avant l'effort. Oui, en fait, Garfield, il cherche toujours le confort. Deuxième principe, le bonheur des petits instants. Il sait savourer tous les petits instants de la vie. Et surtout, manger des lasagnes. C'est ce qu'il adore. Troisième principe, le scepticisme face aux obligations. Parce que pour Garfield, les règles sociales, les régimes, le lundi matin, les bonnes résolutions sont toujours tournées en dérision. Garfield se méfie des injonctions. Quatrième principe, l'humour comme réponse à l'absurdité. Il y a beaucoup de gags dans Garfield et l'humour est une réponse aux injonctions de la société. Alors, au lieu de combattre héroïquement toutes les obligations, Garfield les accueille avec un grand sarcasme et une grande ironie, c'est son pas de côté. Et enfin, dernier principe, il s'accepte, Garfield. Il n'a aucune envie de ressembler aux autres chats, s'obliger à ressembler aux autres chats. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase d'Oscar Wilde. Restez vous-même, les autres sont déjà pris. Eh bien, Garfield, il a compris ceci. Il assume ses défauts, sa gourmandise, sa paresse, son égoïsme. Bien sûr, cette philosophie est comique et volontairement comique et exagérée. C'est précisément le contraste entre les attentes habituelles, la discipline, l'ambition, l'effort et l'attitude de Garfield qui fait tout l'humour du personnage et qui nous apporte tant de satisfaction. Là, je vous emmène écouter un refrain d'un générique que j'écoutais quand j'étais petite. Et c'était un générique de dessin animé avec des chats. Pause café avec Ben. Vous êtes bien sur Radio 6 et nous poursuivons avec Ben dans une troisième partie qui s'appelle la méthode zen. Alors, dans cette partie de jeu qu'est la vie, dans ces différentes façons de sortir d'un conditionnement qu'on s'impose, on a vu comment on pouvait quitter la partie sans donner signe de vie, c'est le ghosting. On a vu qu'on pouvait, le temps d'un court week-end, stopper la partie dans un grand pouce, un pouce géant. Stop, la méthode chat. Maintenant, nous allons voir comment notre respiration, la respiration peut nous aider finalement à mieux vivre les aléas que nous impose la vie. Car effectivement, si la vie ne nous ménage pas, notre petite voix intérieure non plus. Vous l'entendez vous aussi? Celle qui nous souffle, t'es trop nul, ou tu t'es trop mal garé cette fois-ci, ou t'es habillé comme un pied, ou t'as vu tes cheveux, comment t'es coiffé. T'es nul, à chaque fois que tu réponds comme ça, t'es vraiment nul. Ah, qu'est-ce que t'es moche. Enfin, cette petite voix, elle trotte en nous toujours, de façon permanente, et elle est assez saoulante. Je vous laisse écouter la chanson de Léo Ferré qui a mis en musique un poème de Baudelaire. Baudelaire, vous savez, l'auteur des Fleurs du Mal au XIXe siècle. Et il a tout simplement appelé Baudelaire son poème Léoton Timorouménos, qui veut dire, c'est du grec, qui veut dire le bourreau de soi-même. Donc Léo Ferré chante Léoton Timorouménos. Restez branchés sur Radio 6.
Pause café avec Ben. Car si nous sommes esclaves des règles de la société, nous sommes aussi nos propres esclaves. Vous l'entendez bien, cette voix en nous, en vous. Parfois, elle nous étrangle de rage, de colère, de haine, de frustration. On s'auto-saborde sans cesse. On coupe la branche sur laquelle on est. Alors, comment la faire taire? Comment la calmer? Eh bien, je vous propose la méditation, parce que moi, c'est ma recette de vie. J'ai connu la méditation il y a un peu plus de 30 ans, quand j'étais dans une période un peu sombre dans ma vie. Je n'étais jamais satisfaite, jamais contente. Rien ne me plaisait de ce que je faisais, de mon boulot, de qui j'étais, de comment je fonctionnais. Et franchement, je vous l'avoue, j'allais souvent voir mon médecin généraliste pour qu'il me fasse des arrêts de travail. Un jour, c'était un médecin super, il m'a montré un livre en me disant « Plutôt que de venir me voir sans arrêt, lisez ce livre. » Et c'était un livre d'un moine bouddhiste vietnamien, peut-être le connaissez-vous, Thich Nhat Hanh, qui est mort depuis 2-3 ans. Et ce livre s'appelait « Le miracle de la pleine conscience ». En parcourant le livre, ça a été une révélation pour moi. Non seulement j'ai découvert que j'avais une respiration, ça peut paraître bête, mais je découvrais ma respiration. Mais en plus, j'apprenais qu'en prenant juste conscience, je pouvais influer sur mon état d'esprit et sur ma santé, mon physique. Ces petites choses, si anodines que sont l'inspiration, l'expiration, en fait la respiration en général, avaient la puissance d'une bombe. Ce livre et surtout la respiration de pleine conscience m'ont totalement changé. J'ai appris à aimer vivre chaque instant de ma vie parce que j'en prenais conscience. Je me sentais vivante. Je me sentais complètement vivante avec cette respiration dont je prenais conscience et c'est pour ça que ça s'appelle la pleine conscience. Être juste présent, vivant et s'en satisfaire. Et c'est énorme. J'ai dû rencontrer Thich Nhat Hanh au moins 5 fois au village des Pruniers dans son monastère de Dordogne. Et j'ai suivi des formations. Il est mort depuis, mais il laisse des tas de livres et des tas de gens qui suivent cette méditation de pleine conscience. Par exemple, Christophe André, qui est un psychiatre très connu, un psychiatre français très connu, fait pratiquer la pleine conscience à ses patients du grand hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Paris. Restez branchés sur Radio 6. Pour pratiquer, Thich Nhat Hanh propose 3 choses essentielles. Quand on se sent mal, bof, un peu triste ou qu'on se trouve nul, qu'on a peur de quelque chose, qu'on souffre, bref. Premièrement, reconnaître. On reconnaît ce qu'on ressent. Deuxièmement, l'accepter. Troisièmement, respirer en conscience. En conscience, ça veut dire tout simplement en étant attentif à notre respiration. J'inspire, je sens que j'inspire, j'expire, je sais que j'expire. Et maintenant, je vous fais écouter Zazie, Zen, soyons zen. Restez branchés sur Radio 6. Pause café avec Ben. Alors, pour vous le prouver, pour vous inciter à vivre le jeu de votre vie le mieux possible, on va appliquer la respiration de pleine conscience. Et mieux, parce que je vous ai dit au début que j'étais une amoureuse des livres, je vous propose un pari très osé. Je vais tenter de vous montrer qu'un héros ou une héroïne de la littérature très malheureux ou malheureuse aurait vécu beaucoup mieux sa vie si il ou elle avait su respirer de façon consciente. Allez, au hasard, je prends une héroïne très malheureuse. Il s'agit de Emma Bovary, du livre Madame Bovary de Flaubert, 19e siècle. Notre cobaye, Emma Bovary. Eh bien, si Emma Bovary, je ne sais pas si je vous rappelle l'histoire, Emma Bovary sort du couvent, pleine
d'allant, elle est très heureuse de sortir du couvent, elle va se marier, elle va avoir une vie merveilleuse, elle se dit. Et puis elle se marie avec un petit médecin de village, Charles Bovary, avec qui elle va s'ennuyer. Alors, comme elle s'ennuie et qu'elle cherche à l'extérieur à se soustraire à son ennui, elle va aller chercher à l'extérieur. Elle va faire des courses, elle va dépenser, elle va s'acheter des beaux habits, elle va dépenser beaucoup d'argent. Donc elle va mettre son couple en difficulté. Et puis comme ça la satisfait pas encore, elle va aussi prendre un amant, puis 2 amants. Et comme elle n'est jamais satisfaite, ses amants ne sont pas non plus super satisfaits. Donc ils vont la quitter et elle va avoir une fille, mais même ça la satisfera pas. Et à la fin, eh bien, elle va prendre de l'arsenic et mourir. Voilà. Bon, imaginons, Emma Bovary découvre la méditation de pleine conscience. Alors, si Emma Bovary s'était alors arrêtée et avait appliqué les 3 conseils de Thich Nhat Hanh. 1. Voir que ça n'allait pas. Reconnaître d'abord qu'elle souffre. C'est pas génial aujourd'hui pour moi. Deuxièmement, au lieu de fuir sa souffrance en sortant, en dépensant, en cherchant des amants, si elle s'était posée, arrêtée et elle avait accepté, ah oui, je crois que je suis obligée d'accepter que ça va pas. Et troisièmement, elle aurait pu finir par prendre sa souffrance comme maman prend son bébé dans les bras en la berçant. Et elle se serait bercée en respirant calmement pendant quelques minutes. J'inspire, je reconnais ma souffrance. J'expire, je l'accepte. Alors il faut le faire de façon permanente, c'est-à-dire régulière. Eh bien, je vous jure que la fin du roman de Flaubert en aurait été tout autre. Au lieu d'aller chercher à l'extérieur, Emma Bovary serait peut-être restée chez elle à s'occuper de son intérieur, le sien. Et elle n'aurait peut-être pas eu besoin d'aller chercher l'arsenic chez le pharmacien d'en face. Et c'est comme pour le nez de Cléopâtre dont on dit que si l'eût été plus court, la face du monde en aurait été changée. Si Emma Bovary avait pratiqué la méditation de pleine conscience, à chaque fois qu'elle se détestait, nous, lecteurs, on aurait perdu un sacré chef-d'œuvre. Allez, c'est fini pour samedi. Amusez-vous bien, prenez du bon temps, vivez bien et surtout, respirez. Je vous laisse écouter à présent Somewhere Over the Rainbow. Au revoir. Pause café. Pause café avec Ben.